Niggas catching bodies in the project. And now the project. So my street niggas, tragic And now the niggas. project. And now the project. Donc là, on est à un quartier aux Minguettes. Donc les Minguettes, tu vois, c'est une cité, il y a plein de quartiers. Là, on a Place Rouge. Bah, nous, on a grandi là. Et cette allée, c'est le point de départ de tout. J'ai fêté des jours de l'an ici, avec une oasis tropicale, une boisée coupée en 15. J'y ai vu des bagarres, j'ai assisté à des zouklovs. Tout le monde se retrouvait là, tu vois. Et avec le foot, les matchs interquartiers, tu rencontres tout le monde, tu vois. Donc en vrai, on se connaissait tous. Ouais, tout le monde connaît tout le monde. Comment j'ai rencontré H? Ça s'est passé sur Facebook, le premier message. Ça s'est passé sur Twitter. Via les réseaux, donc via Twitter. Époque MySpace. C'est un visage lyonnais des soirées hip-hop. J'ai envoyé un message, je lui ai dit franchement c'est trop lourd ce que tu fais, etc. S'il y a un truc à faire, après il m'a dit ouais. Franchement ça s'est fait comme ça. CDR TV avait mis un tweet comme quoi il cherchait un cadreur. J'avais répondu, vous cherchez pas un photographe, et H m'avait tout de suite abordé en me disant si tu veux, viens. On avait fait la première partie de Talib Kweli, justement avec H. C'est le premier mec qui a su m'évaluer à ma juste valeur. Il a beau passer beaucoup de temps à Paris, il a toujours représenté Lyon et franchement dès que je pense à H, sourire, bon délire. J'ai un rapport très particulier avec ce mec. C'est à la fois mon grand frère, mon pote et un mec avec lequel je travaille. Il est sérieux, hein, H. L'heure à laquelle normalement tu bascules dans les anecdotes de ouf, c'est l'heure à laquelle il rentre gentiment retrouver sa femme, ses enfants. Il est carré. Donc j'ai pas d'anecdote de ouf. Je m'en dois une. Pour mon père, c'était l'école de la République, cours arabe, et en boucle. Collège, on te dit, il faut avoir ton brevet. Lycée, je suis allé en bas à Jacques Brel, il faut avoir ton bac. À cet âge-là, j'avais pas de rêve, parce que je savais pas ce que je voulais faire. J'avançais par des objectifs très courts. Brevet, bac. Bac, ok, j'ai mon bac, après je fais quoi après le bac? Ouais, c'était des échéances. Quand tu es dans un quartier, il y a des niveaux d'information que tu n'as pas. Conseillère d'orientation, on ne te disait rien. Et c'est en discutant avec la sœur d'un pote dans l'allée, là, qui nous dit, elle revenait des cours, elle faisait un BTS. BTS, alternance. Alternance, c'est quoi? Et l'alternance, t'es en cours et en même temps, t'es rémunéré. Et nous, dans nos têtes, de l'argent, rémunéré, vas-y, go. Et je savais même pas quelle étude j'allais faire. Juste, il y a de l'argent. Je peux m'acheter mes vêtements, aider mes parents financièrement. Et après, tu te construis. Je voulais faire du marketing, ça me plaisait. Et quand je suis arrivé au BTS, je me suis rendu compte que j'étais pas plus con qu'un autre. Et je faisais même partie des meilleurs élèves de ma classe en BTS. Et c'est à partir de là que le déclic, tu vois, de se dire, je veux pas être le produit de mon environnement. À la fin de ma troisième, en fait, c'était parti pour tourneur-fraiseur. Moi, j'avais rien choisi. Je disais juste à mes profs, je veux dessiner, et je bossais pas, je faisais rien. Et c'est ma prof de maths à l'époque qui dit, t'as un entretien avec un conseiller d'orientation. Il m'avait jamais vu, le gars. Et il dit, non, mais tourneur-fraiseur, c'est bien, il y aura du boulot et tout. Et ma prof de maths, avec qui j'ai eu 5,5 de moyenne pendant 3 ans d'affilée, et elle dit, ce gamin, il doit dessiner, il faut absolument qu'il fasse autre chose. Et elle m'a dit, il faut que tu te renseignes sur des écoles de dessin, il y a des écoles de dessin qui existent et tout. C'était fin de la troisième, c'est-à-dire fin de troisième, je savais pas où j'allais, moi. J'ai passé un concours fin d'été, je crois, et j'ai pas été pris, donc c'était la fin de scolarisation. Et il m'appelle 2 jours après la rentrée pour me dire, en fait, voilà, on a eu 2 désistements. Si vous pouvez aller acheter votre liste qui avait pour 1500 francs à l'époque de fourniture, ma mère, elle a fait un chrome. Elle a dit, on va acheter tout ça. Et après, c'était parti pour école de dessin et ça s'est enchaîné. Tu es dans un environnement, dans une rep ou une ZEP, ton destin n'est pas forcément à être voué à Footballeur, être rappeur ou casse d'allier, quoi. Tu ouvrir vois. un grec. Tu peux faire autre chose, mais pour faire autre chose, il faut te donner les moyens. Il faut bosser, il faut aller à l'école, mais t'es pas plus bête qu'un autre. Par contre, il faut se donner les moyens. Tu peux pas arriver en survêt de Chelsea avec ton CV plié en 4 et de dire bonjour, et si je suis pas pris, c'est parce que c'est des racistes. Tu peux pas avoir ce discours-là, c'est pas possible. Il va avoir une facilité à comprendre les besoins d'une marque, vu qu'il a grandi dans le hip-hop, les besoins du hip-hop. Donc du coup, c'est comme, tu vois, quand il y a une fusion entre Goku et Vegeta, tu vois, H, c'est ça en gros, tu vois. On est des caméléons aussi parce qu'on a fait des études. C'est un hustler, il est complètement américain dans sa mentale. Trop bousillé par cette Amérique et trop hustler dans l'âme. C'est un putain de taffeur. On a tous les deux des mentalités d'entrepreneurs et en plus de ça, on est des passionnés. Donc forcément, ça allait coller. C'est juste que lui vient de Lyon et moi, je viens du 93, tu vois. Mais sinon,
c'est la même manière de penser, donc c'était sûr. Le hustle, c'est pas forcément du narcotrafiquant ou d'aller braquer. Non. C'est avec un comment je peux faire deux. Quand j'étais petit peu, mes parents ils avaient acheté un magnétoscope double cassette. Parce que mon père il en avait besoin pour copier des mariages du bled. Et avec mon frère, nous on a détourné ça. On allait louer des cassettes VHS, on les dupliquait pour que nous on ait des cassettes chez nous. Et moi je me suis rendu compte, parce que mes potes ils me demandaient de me prêter les cassettes. Et je me suis dit bah vas-y, des fois tu leur prêtais, ils te les rendaient pas ou elles arrivaient, t'avais un autre film à la place. Et ben je me suis mis à louer les cassettes, tu vois. Hustle. J'allais louer les cassettes, c'était 10 balles, je me faisais une copie et je la louais au quartier, tu vois. Moi, je ramène le film Akira, je lui donne la cassette, je lui dis fais-moi une copie. Et il me dit ouais, 10 balles. Ça copiait en temps et en heure. Avec cette histoire de double cassette, c'est que j'ai craqué des cours pour Yo MTV Rap. Et du coup, on arrivait en cours à 8h. À 10h, le frère de mon pote allait travailler à l'usine. On fraudait le bus. On allait chez mon pote. On prenait sa cassette Yo MTV Rap. J'allais chez moi. Je copiais en temps réel la cassette qui devait durer 1 heure. Je retournais chez mon pote. Et en début d'après-midi, on arrivait au collège. Donc on craquait les cours pour le rap. C'est devenu le ciment de Green Garden. Pourquoi on est hyper connecté avec les rappeurs? On a les codes, on sait de quoi on parle. Il a tout le temps des idées en vrai, H. Il a tout le temps des idées, des concepts, tu te dis ah ouais, il est loin quand même. H, il a une manière de faire les choses qui est complètement différente. Lui, il sait tu veux faire quoi. Ça, c'est extrêmement rare et c'est pour ça que je le souligne. De toutes les personnes avec lesquelles j'ai travaillé, qui sont en agence ou quoi, H, c'est le seul qui n'est jamais intervenu, ne serait-ce que sur un mot de ce que j'ai écrit dans les scénarios ou dans le script. Franchement, quand c'est arrivé, le délire interview, petit délire, je trouvais ça incroyable. Et ça a inspiré plein de monde, hein. Si tu regardes, il y en a plein derrière qui ont refait. Je vais pas citer les blazes, mais c'est des précurseurs un peu dans ce délire-là en France. Donc j'ai eu beaucoup de respect et j'ai senti directement que le truc était big, tu vois. On est sur Baillet de Sneakers depuis 2017. On a lancé Carton Plein il y a quelques mois. Carton Plein avec Oli Camille. Là, il y a le bail, la graillance, etc. Tu vois, le thème, il est fort. Et même carrément, ça a même développé un personnage en fait. C'est-à-dire que c'était pas moi j'étais connu un peu sur les réseaux avant, masqué aussi. H il est tellement chaud qu'il arrive même à repérer les bons profils pour les mettre sur les bons projets. J'ai créé Green Garden en 2012 et Jérôme y travaillait à côté dans d'autres agences. Si tu veux, la genèse de départ, ça m'est tombé dessus. Expérience très dure avec le monde des agences. J'étais vu comme une personne qui était nonchalante, alors qu'en fait je suis pas quelqu'un de nonchalant. Je suis quelqu'un qui ne stresse pas. Et dans le monde des agences, c'est un défaut. J'étais en fin d'ayant droit chômage. Il y a une réalité, j'ai un enfant, il faut payer l'électricité, ramener du lait dans le frigo, tu vois. Et un jour, pendant ma pause, je crois Jérôme dans les escalators. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Et on s'est replugué après des années où on s'était perdu de vue, tu vois. Les principales difficultés, c'est même jusqu'à aujourd'hui, elles sont les mêmes. C'est prouver. On s'est jamais dit c'est impossible, on peut pas le faire. Moi, je voulais bosser avec Nike, je voulais bosser avec Adi, je voulais bosser avec Warner, je voulais bosser avec EA, tu vois. Je me dis c'est possible. Il y a aussi des dossiers pour lesquels tu t'investis beaucoup. Tu te dis ben là, voilà, on va tout arracher, on va donner tout ce qu'on a. Et au final, t'as pas le truc pour X ou Y raison, des choses que tu maîtrises, des choses que tu maîtrises pas. Warner en est le parfait exemple. Warner Bros Cinéma. À un moment donné, on a eu travaillé avec eux. Puis ils nous ont interrogés sur Mad Max par la promo du film et on avait proposé une activation qu'ils ont refusée. Et sur le coup, on l'a très mal pris. Pas comme des enfants gâtés, c'est juste que non, parce que on aime gagner. La frustration de l'investissement, voilà. Pour des raisons que tu maîtrises pas, ça se fait pas. On s'est dit c'est pas grave. Et les mois qui ont suivi, on a bossé quasiment toutes les sorties du line-up de Warner Bros. Et on a grandi aussi avec des clients qui nous ont fait confiance, qui nous ont permis aussi nous de level up. Pourquoi ils nous ont fait confiance? J'ai envie de te dire, je ne sais pas. Et j'ai envie de te dire parce qu'on arrivait avec une casquette à la fois marketing, parce que j'ai fait des sites de marketing. Donc je savais que les brand managers que j'avais en face de moi, on parlait la même langue. Tu veux parler de 4P, on va parler des 4P. Et à côté de ça, on avait la casquette créatif et consommateur. C'est ce qui fait notre différenciation et notre différence par rapport à d'autres agences ou des confrères ou des concurrents. C'est qu'on n'arrive pas avec une casquette de marketeur et de on va vous apprendre la vie. Nous, on arrive avec une casquette de aujourd'hui, vous voulez parler des millennials, de la Gen Z, on les fréquente. On sait ce qui peut leur plaire, leur déplaire. Et du coup, on a construit aussi l'agence naturellement de cette manière. À la base, on était perçus comme des gens irrévérents et nous, on savait qu'on était différents parce qu'on avait une agence à taille humaine et composée de personnalités et de personnes différentes issues de milieux différents. Et aujourd'hui, quand tu regardes l'agence, c'est le miroir des briefs de nos clients. On n'a pas eu de frein par rapport à nos origines. Au contraire, ça a été une force parce que quand on allait voir des annonceurs qui voulaient toucher les 15-25,
Et les 15-25 aujourd'hui, ils se bousillent au Peura, tu vois. Et nous là-dedans, on était légitimes. Honnêtement, dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'urbain, on a beaucoup de gens qui, quand tu regardes dans les bureaux, c'est pas si urbain que ça. J'ai travaillé donc à distance pour des annonceurs, mais j'ai aussi fait des périodes assez longues en agence. J'étais pas à l'aise, c'est des endroits où j'étais pas forcément moi-même. Déjà parce qu'il y a une diversité nulle. Je pense que H, le déclic s'est fait socialement. Professionnellement, il sait qu'il est bon, il a raison, il est excellent dans ce qu'il fait. C'est peut-être celui qui se sentait déjà le plus légitime professionnellement, mais socialement, il avait malheureusement un blocage parce qu'il avait affaire à des gens qui le regardaient de haut. Parce que quand il dit d'où il vient, les gens ont toujours un moment de flottement à se dire mais qui c'est ce gars, quoi? Je viens du 93, de Livry-Gargan, et là maintenant j'habite dans le 94. Moi, j'ai grandi d'abord à Gagny, ensuite à Montfermeil. Je suis né à Marseille, grandi à Toulon et j'habite dans le 93 à Aubervilliers. Je viens d'Afrique. J'accorde beaucoup d'importance à ça. C'est un truc que j'ai toujours appuyé même dans mes premières interviews, tu vois. J'ai besoin que ça sorte. C'est un exemple pour beaucoup de Lyonnais, moi le premier. On essaie de montrer le chemin et de montrer aux jeunes que peu importe d'où tu viens, je viens de Vaux-en-Velin, ils viennent de Vénissieux, et pourtant on est connus nationalement et internationalement sur ce qu'on fait et on bosse avec des grandes marques. Qui l'eût cru il y a 20 ans? Pour moi, que tu viennes de banlieue ou d'ailleurs, t'es pas destiné à faire un truc ou pas. C'est pas parce que t'as grandi en banlieue que tu dois lutter pour être droit dans tes bottes. Tu seras forcément influencé par le milieu dans lequel tu vis. Tu vis dans l'eau, t'es mouillé. Tu vois ce que je veux dire? T'es un poisson, tu vis dans l'eau, t'es mouillé. Bah là, en vrai... Non mais... C'est vrai, gros. Ici, tu vis ici, tu fais des trucs, tu vois. Mais ça t'empêche pas d'avoir une mentale. Aller faire des sacs, ça n'a jamais été mon plan. Jamais. Et j'avais des potes, ils tiraient des grands-mères par terre, ils les traînaient sur... s'en battaient les couilles. Bien entendu, aujourd'hui, en tant que père, entrepreneur, chef d'entreprise, je n'ai plus cette vie-là. Et c'est quand tu reviens là que tu te rends compte, on nous a mis dans des carcans et on s'est mis dans des carcans aussi. Parce que c'est bien beau de rejeter la faute sur les autres, sur les autres, sur les autres, mais déjà, entre nous, on est dans une matrice. On était tous logés à la même enseigne, tous la hesse. Quand tu as les huissiers qui viennent taper chez toi, que tu es en âge de comprendre pourquoi il y a des courriers qui arrivent, pourquoi tes parents ne peuvent pas financer ton école de commerce, parce qu'ils ont d'autres prérogatives, la capacité d'épargne, ça n'existait pas quand on était petit. Il n'y avait pas. C'est que tu vivais au jour le jour. Tu peux pas partir en vacances, tu peux pas t'acheter certaines paires parce que tes parents n'ont pas ce niveau de revenu, ça te donne la dalle. La dalle, on l'aura toujours. On a la rage pour nous, mais aussi pour ceux avec qui on bosse, tu vois. Parce qu'on veut mettre bien tout le monde, en vrai. Si on se lève pas demain, tout s'arrête. Alors d'un point de vue perso, tu as une charge mentale. C'est 26 heures sur 24. Ouais, quand je pars en vacances et que je fais un brief sur un pédalo, on n'a aucun moment où on va se dire on y est arrivé. Parce qu'il y a toujours un truc après. On n'a pas des moments de congratulation ou de se dire ah c'est le feu. Par exemple la FFF. Mais le lendemain, on était sur autre chose. C'était fini. C'est les gens qui nous disaient ah, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Mais nous, on était déjà sur un autre projet. Donc on n'a pas vraiment le temps de festoyer ou de se dire on y est arrivé. Chez Green Garden, je me sens si bien, c'est parce que le milieu social d'origine n'a aucun impact, l'identité n'a aucun impact. Le but, c'est de faire un travail qui nous plaît et surtout de se déchirer dans notre travail. Je suis pas arrivé à l'entretien en chemise. J'avais des dreads à l'époque, j'avais un skate. Je suis venu avec un Lacoste, un short et une paire de Nike. Quand je suis arrivée, on faisait beaucoup de prod, tout simplement. Des pages web, des bannières, des choses comme ça. On avait une liberté créative, une liberté artistique, mais on n'avait pas de liberté stratégique. Et c'est cet axe-là qu'on a été chercher au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des clients. En gros, je suis amené à m'occuper de pas mal d'étapes, en tout cas sur la partie production d'un projet. Personnellement, c'est ce qui me fait kiffer, quoi. Je m'ennuie pas. On fait sans cesse des choses différentes et moi qui me lasse très vite, pour moi, c'est essentiel. De ce côté aussi objectif, c'est continuer à créer de la valeur et des emplois. Pour nous, par nous, prélevés par eux. Le message que je veux passer à travers ce que je fais, c'est montrer que cette culture hip-hop peut avoir un impact positif sur la nouvelle génération. Je crois que c'est Drake qui dit dans un morceau que sa mère lui a donné le meilleur conseil qu'on peut donner, ne suivre les conseils de personne. Si on peut inspirer des jeunes, franchement, c'est top. Si toi tu grossis, mais que tes gens ils sont cloués au sol, ils peuvent pas... Tu vois, toi t'es là, tu peux t'acheter des paires, tu peux glousser, tu peux aller en soirée, tu peux partir en vacances, mais tes gars ils peuvent pas, frère. Les gars ils sont coincés au quartier, ils peuvent rien faire. Ça vaut pas le coup de le vivre tout ça là. J'aspire en tout cas à avoir le même parcours, j'espère. Mais ouais, c'est hyper motivant. Le pire truc que tu peux faire si t'es jeune, c'est de pas prendre des risques. J'incite pas les gens à faire des trucs inconsidérés, mais
faut se conditionner déjà à la prise de risque. Celui qui fait rien, il a jamais raison. Celui qui fait et qui se loupe, il a pas forcément tort. Le charbon et le charbon. Ouais, être prêt à essuyer des échecs et surtout être heureux dans ce que tu fais, c'est le plus important. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui a la capacité de rebondir face à un échec. Pour rebondir face à un échec, déjà accepte ce que tu as fait. Contrepartie de tout ça, attention, tombe pas dans l'autoflagellation de toi-même et commence pas à dire que tout ce que tu fais c'est nul. C'est important d'avoir de l'espoir. N'écoute pas les gens et crois en toi. Pas de limite tant qu'on peut faire les choses et que ça rentre dans nos valeurs. Les seules limites, c'est si c'est des choses qui nous correspondent pas ou qui sont pas dans nos valeurs, on les ferait pas. On fait les choses avec le cœur et c'est pas l'argent qui va nous mener, c'est notre cœur. Mais la réussite, ça serait que ça continue. Ouais, la réussite, ce serait demain de croiser quelqu'un qui me dit j'ai monté ma société parce que j'ai vu cette vidéo, tu vois. Là, c'est le feu.